Bonjour à tous, alors nouvelle petite vidéo en complément du cours d'électronique numérique. Alors dans cette vidéo, on va voir sur un exemple comment est-ce qu'on conçoit une machine d'état. Alors en fait, en réalité, il va y avoir deux vidéos. Une première vidéo où on va voir un exemple avec ce qu'on appelle du codage binaire, le codage des états en binaire. Et une deuxième vidéo où on verra un autre type de codage qui s'appelle le codage one-hot, qui est également pas mal utilisé. Alors, on y va tout de suite. Alors voici l'exemple sur lequel on va travailler. Donc on va travailler sur un système de moteur. Donc c'est un disque en fait avec un petit trou et un capteur de position qui va donc indiquer tout simplement si le petit trou est aligné ou pas face au capteur. Le moteur est commandé par un bouton, donc le bouton qu'on va appeler A, donc ça forme l'entrée, donc A qui est une entrée. On appuie sur A, le moteur commence à tourner. Tant qu'on est appuyé sur A, le moteur il tourne. Lorsqu'on relâche A, le moteur il s'arrête de tourner. En fait, en réalité, on coupe la commande du moteur, mais le moteur, enfin le disque avec son inertie, il continue à tourner et il continue à tourner jusqu'à la prochaine fois où le trou se retrouve devant le capteur et à ce moment-là, on active le frein. Donc du coup, au final, ce disque, il fait toujours un nombre entier de tours. Quand on appuie sur A, il démarre, il fait toujours au moins un tour et en gros, il continue à tourner tant que A est appuyé. Donc du coup, les entrées, on a dit, hein, il y a le bouton A qui va commander le démarrage ou l'arrêt du moteur, et puis il y a le capteur de position P, puisqu'on a dit on va s'arrêter uniquement quand on est arrivé. Donc on va activer le frein en fait uniquement quand le disque va être en face du capteur et qu'on ne sera pas en train d'appuyer sur le bouton. Donc ça c'est les entrées, les sorties du système. Le système va commander le moteur et va commander le frein, donc va devoir générer le signal M et le signal F, qui sont tous les deux les deux commandes du moteur et du frein. Alors la première chose à faire, c'est faire le graphe d'état de ce système. Alors pour faire le graphe d'état, on part d'un état qu'on suppose être l'état initial et à partir de là, on construit toutes les transitions possibles et tout ce qui peut se passer pour mon système. Alors, on commence en indiquant qu'on part de l'état 1, par exemple. On va dire que l'état 1, c'est un état où le moteur est à l'arrêt. Donc, le moteur est à l'arrêt et on est en train d'appuyer sur le frein, par exemple. Donc ça, c'est un petit peu notre état initial, c'est-à-dire on suppose que l'on a ici le moteur, enfin le disque qui est en face du capteur. Le moteur est à l'arrêt, on appuie sur le frein. À partir de cet état, qu'est-ce qui peut se passer? A priori, le disque, il n'a pas trop de raison de bouger tout seul. Donc le capteur de position, il va toujours être à 1 et si on fait rien, il n'y a pas de raison qu'il passe à 0. En revanche, on peut aller dans un deuxième état qui est un état où on commande le moteur, donc le moteur va commencer à tourner et donc on va créer ce deuxième état qui est l'état 2, qui est un état où le moteur commence à tourner. Donc on va commander le moteur et relâcher le frein. Sinon, le moteur ne tourne pas. La condition de passage de l'état 1 à l'état 2, elle est indiquée ici, sur la flèche qui va être dessinée ici. Cette condition de passage, c'est quoi? Quand on regarde sur les entrées, en gros, le capteur est toujours à 1, mais ce qui va commander réellement la mise en route du moteur, c'est le fait qu'on appuie sur le bouton A. Donc la condition de passage ici, c'est tout simplement A qui est égal à 1. Ensuite, quand je suis dans l'état 2, je peux passer dans un autre état où cette fois le moteur est à l'arrêt, on coupe la commande du moteur, mais le disque est encore en train de tourner. Donc il existe un troisième état qui va être l'état 3, en fait l'état d'inertie, pour lequel j'éteins la commande du moteur. Par contre, j'active pas non plus le frein. Et donc le moteur continue à tourner sur son inertie. Voilà. De l'état 2, on peut aller vers l'état 3 si on coupe le bouton, donc si on arrête d'appuyer sur le bouton. Donc là, la condition, c'est A égale à 0. Ok. Et on ne peut pas trop faire autre chose de l'état 2, on ne peut pas vraiment revenir vers l'état 1, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider à un moment de couper le moteur et d'allumer le frein, parce que sinon, comme on ne sait pas, dans l'état 2, comme on ne sait pas quelle sera la position du disque, on n'a pas envie de l'arrêter en plein milieu. Donc il va falloir attendre
d'abord de couper le moteur et ensuite de voir si le disque est aligné pour vraiment arrêter le disque. Et donc ça, c'est les transitions qui vont être possibles de l'état 3. Quand on réfléchit de l'état 3, quelles sont les transitions possibles? Et ben là, donc le disque est en train de tourner sur son inertie. Soit le plus simple, un moment, le disque va finir par avoir fait un tour complet et le trou va se représenter devant le capteur et donc le capteur de position va s'activer. Et dans ce cas-là, on revient dans l'état initial. L'autre possibilité, quand je suis dans l'état 3, c'est qu'en fait, en gros, j'ai relâché le bouton de commande, donc j'ai relâché ce bouton A. La commande du moteur s'est coupée, le disque a continué par son inertie, et avant qu'il arrive au niveau du capteur de position, je rappuie sur le bouton. Et donc ça, c'est une transition retour de l'état 3 vers l'état 2, qui est si A vaut 1. Et voilà, j'ai à peu près fait le tour, donc vous pouvez vous refaire un petit peu tous les scénarios, réfléchir à tous les cas de figure possibles. Normalement, vous ne devriez pas trouver un cas de figure qui n'est pas pris en compte dans mon graphe d'état qui est là. Alors, une fois que j'ai fait le graphe d'état, il y a 2-3 trucs que je peux vérifier sur le graphe d'état, et notamment une règle qui est importante, c'est que toutes les transitions sortantes, je la remets, hein, doivent s'exclure mutuellement. En gros, si vous calculez l'intersection de toutes les transitions sortantes, vous devez avoir 0, parce que si c'est pas le cas, alors quand il y a plusieurs conditions sortantes, hein, évidemment, si c'est pas le cas, c'est que vous avez un problème et qu'à un moment, votre machine d'état va pas savoir quelle direction prendre. Alors de l'état 1 vers l'état 2, c'est facile, il n'y a pas de transition sortante, il n'y a qu'une seule transition, donc voilà. De l'état 2 vers l'état 3, il n'y a qu'une seule transition. Par contre, ce point-là, il faut le vérifier pour la transition de l'état 3 vers l'état... Enfin, pour les transitions à partir de l'état 3. Et là, on voit que justement, on n'est pas tout à fait dans cette règle-là, parce que qu'est-ce qui se passe si A égale 1 et P égale 1? Comment la machine d'état va choisir s'il doit aller dans l'état 1 ou dans l'état 2? Là, à l'heure actuelle, selon ce graphe d'état, il ne peut pas choisir. Donc il va falloir forcer un choix. Et on va par exemple dire que si j'appuie sur A au moment où le disque repasse devant le capteur de position, et comme globalement, en appuyant sur A, je commande au moteur de tourner, il ne va pas s'arrêter, il ne va pas freiner, et donc il va continuer. Donc ça veut dire que la condition pour passer de l'état 3 à l'état 2, c'est bien le fait d'appuyer sur A. Par contre, la condition pour passer de l'état 3 à l'état 1, cette fois-ci, c'est pas simplement P est égal à 1, c'est P est égal à 1 et A est égal à 0. Et comme ça, nos conditions multiples s'excluent mutuellement et on a un graphe d'influence, un graphe d'état qui est consistant. Alors vous allez me dire, par principe, on avait dit il n'y a pas de règle de simultanéité, c'est-à-dire que quand je suis dans l'état 3, soit A passe à 1, soit P passe à 1, mais les deux ne peuvent pas passer en même temps. Et vous avez tout à fait raison. A et P ne peuvent pas passer exactement en même temps. Mais rappelez-vous que ce qu'on essaie de construire, c'est une machine d'état synchrone. Ça veut dire que c'est une machine d'état synchronisée par un signal d'horloge et que donc les changements d'état ne peuvent avoir lieu que sur les fronts montants de l'horloge. Et donc, c'est tout à fait possible d'avoir A qui change, puis P qui change, ou P qui change et A qui change. Mais en tout cas, c'est possible d'avoir les deux qui changent avant ou entre deux fronts d'horloge. Et là, on se retrouverait dans une situation, effectivement, où on aurait A qui vaut 1, P qui vaut 1, et la machine d'état qui ne sait pas quel chemin prendre, sauf si on précise ici que P égale 1 et A égale à 0. Donc voilà le graphe d'état de mon système, et c'est donc à partir de ce graphe d'état, c'est simplement une transcription sous forme d'un graphe du cahier des charges qui est décrit ici avec du texte. À partir de ce graphe d'état, je vais commencer à pouvoir travailler. Et le premier truc que je vais faire, c'est comme souvent, c'est représenter ça un tout petit peu différemment. Et au lieu de le représenter sous forme d'un graphe, je vais le représenter sous forme d'un tableau, parce qu'on aime bien faire des tableaux en électronique numérique. Et donc là, je vais le représenter sous forme d'un tableau qui s'appelle une matrice d'état et une matrice de sortie. La matrice d'état, c'est assez simple. C'est un tableau à 3 colonnes où il faut indiquer l'état courant,
l'état futur et la condition. Du coup, dans la matrice d'état, vous avez exactement autant de lignes qu'il y a de flèches sur votre graphe d'état et vous caractérisez chacune des flèches. Par exemple, la première flèche, vous voyez qu'elle vient de l'état 1 vers l'état 2, à condition que A soit égal à 1. Donc je vais le mentionner ici, que l'état courant, c'est l'état 1. Donc l'état dans lequel je suis, c'est l'état 1. L'état vers lequel je vais, c'est l'état 2. La condition de passage, c'est A, puisqu'il faut que A soit égal à 1. Et je vais faire pareil pour mes autres flèches. De l'état 2, je peux aller vers l'état 3 si A vaut 0. Donc je vais mentionner que de l'état 2, je peux aller vers un état futur 3 et la condition de passage, cette fois, c'est A bar. De l'état 3, je peux aller vers l'état 2 et ma condition de passage, c'est A. Et de l'état 3, je peux remonter vers l'état 1. Et là, ma condition de passage, c'est P et A bar. Voilà, en un tableau, j'ai résumé toutes les transitions qui pouvaient avoir lieu dans mon graphe d'état. Donc en un tableau, j'ai résumé ce graphe d'état. J'ai presque résumé ce graphe d'état parce que ce que j'ai pas encore résumé, c'est les valeurs de M et de F en fonction des états. Et donc ça se fait dans le deuxième tableau qui est là, qui est la matrice de sortie, où on va dire, bah voilà les états courants, il y a 3 états courants, 1, 2 et 3, que vaut M, que vaut F. Ici dans l'état 1, en fait M, on voit qu'il vaut 1 uniquement quand je suis dans l'état 2, sinon le reste du temps il vaut 0. Et F, on voit qu'il vaut 1 quand je suis dans l'état 1, sinon il vaut 0. Et voilà, deux tableaux qui résument le graphe que j'ai fait sur la slide précédente, donc ce graphe-là, et qui sont un petit peu plus exploitables pour faire la suite. Ok, donc maintenant on va passer à la partie conception. Alors pour la partie conception, il y a un truc qu'il faut que je vous rappelle aussi, c'est qu'une machine d'état est constituée de 3 éléments. D'un registre d'état, d'une matrice, d'une logique de transition et d'une logique de sortie. Pour le registre d'état, en fait, c'est simplement une mémoire qui va stocker l'état courant. Donc le registre d'état, c'est des bascules. Alors ici, on va le faire avec des bascules JK, parce que c'est ce qu'on nous a posé ici. On va utiliser des bascules JK. Donc on va utiliser des bascules JK pour stocker l'état courant. Et quand on fait du codage binaire, en fait, on utilise le minimum de bascules possible pour stocker l'état courant. Là, en l'occurrence, on a 3 états différents. Donc pour réaliser 3 états différents, on va donc utiliser 2 bascules JK. Donc on va utiliser 2 bascules JK. Hop, on va commencer à les dessiner ici. J1, K1, Q1, la clock bien sûr. Hop. J2, J0, K0, Q0 et la clock. Où est l'état courant là-dedans? Je vous laisse 20 secondes pour réfléchir. Où est-ce que je peux lire l'état courant là-dedans? Eh bien, l'état courant, il est simplement stocké dans les bascules. En fait, le contenu des bascules, c'est l'état courant. Et donc, je vais pouvoir lire l'état courant ici, à la sortie des bascules. Donc, l'état courant, c'est un code formé par Q1 et Q0. Comment est-ce que je vais faire les transitions? Comment est-ce que je vais gérer mes transitions? Eh bien, tout simplement en envoyant les bons signaux sur les commandes des bascules, donc en calculant J1, K1, J0 et K0. Donc, pour le registre d'état, on a réglé le problème. On sait qu'il faut 2 bascules JK. Pour la logique de transition, on n'a pas encore tout à fait réglé le problème, mais au moins on sait ce qu'il faut faire. Il faut calculer les valeurs de J1, K1, J0 et K0. Et ces valeurs de J1, K1, J0 et K0 peuvent dépendre de quoi? Peuvent dépendre de l'état courant, donc de Q1, Q0, et de l'entrée du système, donc de P et de A. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire la matrice de transition.
Et donc on va faire la matrice de transition, alors non pas pour n, mais pour Q1. Pardon. C'est une erreur dans le transparent. Donc on va faire la matrice de transition pour Q1. Et de la même manière, on fera la matrice de transition pour Q0. Alors ce que je vous propose pour gagner un peu de place, c'est d'essayer de faire la même matrice de transition, enfin de remplir en fait un seul et unique tableau de Carnot dans lequel on va mettre à la fois ce qui se passe pour Q1 et à la fois ce qui se passe pour Q0. Alors au préalable de ça, il y a un truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut coder les états. Parce que jusqu'à présent, c'est pas le surligneur que je voulais, option du pointeur, c'est le stylet et je veux surtout du rouge. Voilà. Ce qu'on n'a pas encore fait, c'est de savoir en fait à quoi correspondent Q1 et Q0. Parce que globalement, moi, mes états, pour le moment, je les ai appelés 1, 2 et 3. Et on a dit l'état courant, il est formé des deux bits Q1 et Q0. Donc là, il faut faire un choix. Alors le choix, il est purement arbitraire. Vous prenez le choix que vous voulez. Je vais par exemple décider d'appeler l'état 1 0, 0. Donc Q1 vaut 0, Q0 vaut 0. L'état 2 0, 1. Et l'état 3 1, 0. Encore une fois, c'est purement arbitraire. Vous pouvez mettre ici ce que vous voulez. Il faut juste s'entendre sur une convention. Et à partir du moment où on est d'accord sur la convention et sur la manière de coder les états, il n'y a plus qu'à faire. Je repasse en noir. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est ce qui se passe quand je suis dans l'état 0, 0. Donc ici, Q1 et Q0 sont tous les deux à 0. Donc c'est un tableau de Carnot hein, avec sur les colonnes les entrées, donc A et C. A et C, le capteur. P, le capteur. A et P, pardon. Je l'ai appelé P, donc on va mettre un P ici. A et P pour le capteur de position. Et ici, les états Q1, Q0. Là, sur cette ligne-là, je vais décrire ce qui se passe quand je suis dans l'état 1. Et quand je suis dans l'état 1, vous voyez que la condition de passage vers l'état 2, c'est que A soit égal à 1. Et donc, je vais remplir en fait cette matrice de transition en indiquant les transitions à faire sur Q1 et Q0 en fonction des entrées. Je m'explique. Ici, Q1 vaut 0, Q0 vaut 0. A vaut 0. Qu'est-ce qui se passe? La seule condition de passage qui fait quitter l'état 1, c'est si A vaut 1. Donc si A vaut 0, je reste dans l'état 1. Si je reste dans l'état 1, ça veut dire que Q1 doit rester à 0 et que Q2 doit rester à 0. En d'autres termes, sur Q1, je dois faire une transition entre 0 et 0. Et sur Q2, je dois faire une transition entre 0 et 0. Donc Q1 était à 0, il reste à 0. Q0 était à 0, il reste à 0. Je vais faire la même chose ici, parce que là, le A, il est toujours égal à 1. Donc c'est une transition 0, 0, transition 0, 0. Ensuite, ici, mon A vaut 1. Dans ces deux cases-là, mon A vaut 1. Donc, quand mon A vaut 1, je dois passer vers l'état 2. Et pour passer vers l'état 2, Q1 doit rester à 0. Par contre, Q0 doit passer de 0 à 1. Donc, c'est ce que je vais mentionner là. Q1 doit rester à 0. Là aussi. Par contre, Q0 doit passer de 0 à 1. Q0 doit passer de 0 à 1. Et je vais continuer à remplir le tableau de la même manière. Donc ici, donc ça j'ai dit que c'était l'état 1. Ici, ça correspond à l'état 2, 0, 1, hein, donc ça correspond à l'état 2. Vous voyez que de l'état 2, j'ai une seule transition possible qui est vers l'état 3, lorsque j'ai A bar. Voilà, donc c'est ce qui va se passer par exemple dans cette colonne-là. J'ai A bar, donc je dois aller vers l'état 3. Et pour aller vers l'état 3, il faut que Q1 passe de 0 à 1 et que Q0 passe de 1 à 0. Donc je vais le mentionner ici. Q1 doit passer de 0 à 1, Q0 doit passer de 1 à 0. Ici, Q1 doit passer de 0 à 1, Q0 doit passer de 1 à 0. Pour les deux autres colonnes qui sont là, le A vaut 1, donc quand le A vaut 1, j'ai aucune transition à opérer, donc je reste dans l'état 2. Rester dans l'état 2 signifie Q1 doit rester à 0 et Q0 doit rester à 1. Donc une transition 0 vers 0 pour Q1, une transition 1, 1 pour Q0.
et là de nouveau. Ok, ensuite, pour l'état 3, qui est celui-ci, donc qui est codé 1, 0, donc l'état 3, on va le retrouver ici. Pour cet état 3, ben, globalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux transitions possibles, ce coup-ci. Une quand j'ai A, une quand j'ai P et A bar. Donc, globalement, ici, j'ai ni A, ni P et A bar dans cette case-là. Donc, dans cette case-là, c'est la seule case où je vais rester dans l'état 3. Rester dans l'état 3 signifie que Q1 reste à 1. Donc, une transition, hop, ici, une transition 1, 1 pour Q1 et une transition 0, 0 pour Q0. Ici, c'est le cas de figure où j'ai P et A bar. Donc là, je dois aller vers l'état 1. L'état 1 étant codé 0, 0, il faut que je fasse passer Q1 de 1 à 0 et Q0 qui reste à 0. Donc la transition à opérer ici, c'est T1, 0, T0, 0. Et dans ces deux cas de figure-là, je suis dans ce cas-là, donc je vais passer vers l'état 2. Et pour passer vers l'état 2, il faut que le Q1 passe de 1 à 0. Par contre, le Q0, il doit faire l'opération inverse. Donc ici, une transition de 1 à 0, une transition de 0 à 1. Et même chose ici. Quid de cette dernière ligne? En fait, c'est un code qui n'est pas utilisé. Donc là, je vais tout simplement y mettre des don'tcare, puisque normalement, si tout va bien, mes Q1, Q0 sont jamais égales à 1. Comme là, ça correspond à aucun état. Ici, normalement, j'ai rien. Et donc maintenant, eh ben, il va falloir, je vous rappelle hein, que le but du jeu ici, la matrice de transition, le but du jeu, c'était de calculer J1, K1, J0, K0. Ce que vous devez vous souvenir ici, c'est comment est-ce que j'effectue les transitions qui sont indiquées sur ce tableau sur une bascule JK. Par exemple, comment est-ce que je fais une transition 0,0 avec une bascule JK? Eh ben, j'ai deux possibilités, en gros, pour une transition de 0 à 0. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais quand j'étais à 0 pour rester à 0? J'ai soit la possibilité de faire J vaut 0 et K vaut 0, qui en fait gardait, en gros, la fonction gardait son ancienne valeur, ou J vaut 0 et K vaut 1, qui en fait, globalement, la mise à 0 de la bascule. Ok, donc c'est deux options possibles pour faire la transition 0,0. Donc en réalité, vous faites la transition 0,0, il faut que J soit égal à 0, quelle que soit la valeur de K. Pour faire la transition 0 vers 1, là aussi deux options. Soit je fais J vaut 1 et K vaut 0, c'est la mise à 1. Ou 1, 1, 1, 1, c'est l'inversion de la valeur, donc on a bien inversé la valeur. Donc en réalité, ici, on sait qu'il faut faire un 1 et un don'tcare. La transition 1, 0, les deux options possibles, soit la mise à 0, soit l'inversion. Donc, en résumé, c'est don'tcare 1. Et enfin, la transition 1, 1, c'est soit la mise à 1, ou on ne fait rien. Donc, c'est don'tcare 0. Et donc, je vais remplacer ici dans ma table de je vais reprendre ma table de transition et je vais remplacer toutes les transitions par les commandes correspondantes sur la bascule JK. Alors, je vous propose de le faire en deux fois parce que ici, sinon, on va avoir quatre valeurs hein, dans chaque case. On va avoir J1, K1, J0. En même temps, ça le fait. On va le faire comme ça. On va mettre J1, K1, J0, K0 dans les colonnes et on résolvera ensuite les quatre matrices, les quatre tableaux de Carnot, les uns derrière les autres. Donc sur la première ligne, on a du T00. Vous voyez que c'est T00, 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 T00. Donc pour les deux premiers ici, c'est à chaque fois du 0 don'tcare. 0 don'tcare, 0 don'tcare, 0 don'tcare. Ici, on a aussi du T00, 0 don'tcare, 0 don'tcare. T01, c'est 1 don'tcare, 1 don'tcare. Ici, on a du T01, donc on a dit que ça c'était 1 don'tcare. T10, c'est don'tcare 1. 1 don'tcare, don'tcare 1. Ici, T00, c'est 0 don'tcare. Le 11, c'est don'tcare 0.
0, Donker, Donker, 0. Ici, c'est Donker, 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 c'est facile. Et ici, T11, c'est Donker 0, 0 Donker. T10, c'est Donker 1, 0 Donker. T10, c'est Donker 1, T01, 1 Donker, Donker 1, 1 Donker. Donc l'avantage d'utiliser des bascules JK, c'est qu'en fait dans ce tableau de Carnot, vous avez en fait en réalité plein de Donkers, vous avez au moins la moitié des cases qui sont des Donkers, donc ça va simplifier la résolution. Donc on va la faire, hein, cette résolution, donc on va regarder, on va d'abord calculer J1, puis K1, puis J0 et K0. Alors le J1, on regarde où sont les 1, il y en a un là, il y en a un là, et c'est tout. Donc il y a ce 1 là et ce 1 là, que je peux éventuellement regrouper avec les donkers qui sont là. Après, j'ai pas trop d'autres groupements à faire, mais je peux regrouper ces quatre là. Et donc, je vais avoir J1 qui va être en fait égal à A bar et Q0. Même chose pour le K1, donc je regarde les K, donc là il n'y a que du donker, là il est à 0, là il est à 1. Là, il n'y a que des donkers, donc on sait que pour ce 1-là, on va déjà pouvoir regrouper ces 4 cases-là. Là, il y a du donker, 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 là il est à 1, donc on va aussi pouvoir regrouper ces 4 cases-là. Et là, il y a donker, 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 là il est à 1, on va aussi pouvoir regrouper ces 4 cases-là. Mais en réalité, ici, il y a du donker aussi. Et en fait, si on prend le problème à l'envers, on voit qu'il y a une seule case dans laquelle on a un 0. Ouais, ou alors attendez, on va faire alors, deux solutions. Soit on se rend compte qu'il y a une seule case où c'est à 0, ça correspond à cette colonne-là, et donc on va coder cette colonne-là. Soit on va regrouper les lignes qui sont là, peu importe. Donc on peut faire deux groupes de 8 ici. Un premier groupe de 8 qui correspond à P, et un deuxième groupe de 8 qui correspond ici à A. Donc K, c'est A ou P, tout simplement. Si on avait codé les 0, on aurait eu le même résultat parce que cette colonne-là, c'est A bar, P bar. Et comme on a codé les 0, il faut complémenter ça. Donc A bar et P bar, le tout bar, c'est bien A ou P. Ensuite, pour J0, donc vous voyez que les équations sont quand même simples. La méthode est un peu barbare. On tombe sur des tableaux de Carnot assez gros, mais en fait, les équations derrière sont toujours relativement simples. Pour J0, alors attendez, est-ce que je l'ai fait dans si c'est bon, J1, K1, J0, K0. Donc J0, c'est le troisième. Donc là, on est partout à 0. Là, on est à 0. Là, on est à 1. Donc on peut regrouper déjà ces quatre-là. Là, on est aussi à 1. Donc on peut regrouper ces quatre-là. Du coup, bah pour J0, c'est un groupe de 8. Et donc J0 vaut directement A. Et pour J1, pardon, pour K0, autant pour moi, donc pour le dernier. Donc là, on a des 1 partout ici, donc on peut regrouper déjà ces 4 là. Là, on a des donkers et des 1, donc on peut regrouper ces 4 là. Là, on a un 0, donc on ne peut pas regrouper. On n'a plus d'autres 1 qui traînent, donc on peut regrouper ces 4 là et on tombe sur A bar. Voilà, tout simplement. Donc on a les équations de J1, de K1, de J0, K0. Donc on a en fait réalisé ici complètement la logique de transition. Donc on sait quoi mettre à l'entrée des bascules ici pour que ça marche. Reste à faire la logique de sortie. Et la logique de sortie, elle est assez simple parce qu'il suffit de regarder cette matrice-là et vous trombez directement sur les valeurs des sorties. Quand est-ce que M s'active? M s'active quand je suis dans l'état 2, c'est-à-dire quand j'ai Q0, Q1 qui vaut 0 et Q0 qui vaut 1. F s'active quand je suis dans l'état 1. Dans l'état 1, j'ai les deux qui sont à 0, tout simplement. Donc je peux rajouter les équations ici pour les sorties. Elles sont faciles. J'ai dit M s'active quand je suis dans l'état 2. Donc quand j'ai
Q1 bar Q0. Et F s'active quand je suis dans l'état 1, c'est-à-dire quand j'ai Q1 bar Q0 bar. Ou alors Q1 Q0 le tout bar. Allez, il ne reste plus qu'à faire la réalisation pratique. Donc c'est là que vous allez avoir le droit de nouveau à mes talents d'artiste. Donc je commence par le registre d'état que je vais essayer de dessiner. Ça commence mal, c'est pas droit du tout. Allez, je recommence. Le registre d'état qui est donc constitué de deux bascules J, K, Q, clock. On va dire que ça c'est la bascule numéro 1 et que ça c'est la bascule 0. J, K, Q, clock. Donc ça c'est la bascule 0. Qu'est-ce que je sais? Je sais que J0 doit être égal à A. Donc quelque part ici, j'ai une entrée A et une entrée C. Pour la bascule J0, je vais prendre A et A va directement arriver sur le J. Je sais que le K0, c'est A bar. Donc là, je vais devoir mettre un petit inverseur et arriver sur le K. Je sais que J1, c'est A bar et Q0. Donc J1, c'est A bar. Je pourrais m'économiser l'inverseur qui est là. Hein. C'est juste que c'est plus joli de le faire comme ça, mais le A bar, je l'ai déjà calculé. Et c'est donc A bar et Q0. Donc là, je vais devoir mettre une porte E. Et je vais aller chercher Q0. Q0 qui est là. Hop. Ça, c'est réinjecté ici. Voilà. Et pour le P, pour le K, hein, c'est P et A. Alors, pardon, c'est de nouveau passé, c'est P. Donc je vais faire ici un et logique. Pareil, entre A et P. Vraiment, désolé pour le dessin, c'est très moche. Et ça va former mon K. Ici, mon système, il va avoir une clock qui va arriver comme ça sur mes deux bascules. Et à la sortie, je veux la valeur de M et je veux la valeur de F. Et bien la valeur de M et la valeur de F. M, je vais le constituer en faisant Q1 bar et Q0. Donc, je peux prendre directement la sortie Q bar ici. Q1 bar et Q0. Ça me fait mon M. Et pour le F, c'est Q1 bar et Q0 bar. Donc le Q1 bar qui est là. Le Q0 bar qui est là. S'appliquer un tout petit peu quand même. Et ça va me faire mon F. Et voilà le travail. Ok, donc j'ai mis ici mon registre d'état. J'ai mis ici et là ma logique de transition, donc le calcul de J et de K. J'ai mis ici ma logique de sortie avec le calcul de M et de F. En réalité, il me manque encore un truc, c'est indiquer quel est l'état initial, parce que vous savez que synchrone égale reset. Donc il faut un reset. Supposons que c'est ça mon état initial. Donc que reset m'amène dans l'état 1. À ce moment-là, il faut ici avoir un signal de remise à 0 qui permette de remettre à 0 de manière asynchrone les bascules. Et donc pour ça, je vais utiliser l'entrée clear des bascules. C'est justement une entrée qui permet de mettre les bascules à 0 de manière asynchrone. Et je vais simplement balancer ici mon reset sur mes deux bascules. Alors, les bascules, hein, pour rappel, elles ont un clear et elles ont aussi un preset qui est la fonction inverse. Donc clear, c'est pour mettre une bascule à 0 de manière asynchrone. Preset, c'est pour mettre une bascule à 1 de manière asynchrone. Bien évidemment, si j'avais voulu que mon état initial soit l'état 1-0, ben j'aurais branché le reset sur le preset, cette fois-ci de la première bascule, et sur le clear de la deuxième. C'est comme ça que je peux choisir mon état initial. Donc voilà pour ce premier exemple, codage binaire avec des bascules JK.
C'est un petit peu laborieux, on va voir, hein, comparé à la méthode OneNote que je vais vous présenter après, c'est un petit peu laborieux. L'avantage d'avoir utilisé des bascules JK, c'est que la logique de transition que vous avez là est relativement simple. On aurait pu faire la même chose avec des bascules D. Dans ce cas-là, il aurait juste fallu remplacer ici. Donc si on le fait avec des bascules D, au lieu de calculer J1, K1, J0, K0, ici on aurait juste à calculer D1 et D0. Donc on aurait eu que D1 et D0 ici dans cette matrice de Carnot. Et le D1 et le D0, il est calculé de la même manière. On regarde qu'est-ce qu'il faut mettre sur D pour opérer les 4 transitions possibles. On complète le tableau ainsi. Normalement, ce que vous auriez dû voir à l'arrivée, si vous le faites, ce que vous devez vous rendre compte, c'est que normalement les équations ici sont un tout petit peu plus compliquées. Alors les équations de sortie ne vont pas changer, mais les équations de transition, donc de D1 et de D0, vont être un tout petit peu plus compliquées. Et donc ça va conduire à une logique de transition un tout petit peu plus compliquée. Mais ça marche aussi. Donc voilà pour cette vidéo. Encore une fois, le codage binaire, c'est une des, on va dire, deux méthodes classiques de codage des états dans une machine d'état. L'autre méthode classique étant le principe du one-hot que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Voilà, à bientôt.